Esperluette. 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 Bienvenue dans le premier Une tisane et au lit de la saison 3. Pour ce mois dédié aux entrepreneuses passionnées, j'ai pensé qu'une bonne manière de le conclure serait d'échanger autour de la question « Entreprendre autrement ». Je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice de ce podcast, et cet échange a été enregistré avant le confinement. Il y a peut-être donc une ou deux actus dont ont parlé mes invités qui ont été repoussées, mais le sujet est toujours d'actualité, voire encore plus approprié. Cette période n'est-elle pas le bon moment pour réfléchir à faire avancer notre société sur une nouvelle voie ? Je vous laisse donc écouter nos échanges et nous envoyer vos réactions sur les réseaux sociaux d'Esperluette. N'oubliez pas d'écouter également les autres épisodes de ce mois, Johanna et son alliance mets et vins rusés, Nina et ses éleveurs de bulles responsables, et évidemment le rendez-vous en terre intérieure que vous propose Myriam. Bonne écoute! Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 3e épisode d'une tisane et au lit, toujours enregistré sur la péniche Altea. Et le thème qui va nous intéresser ce soir, c'est entreprendre autrement. Donc le but, ce n'est pas de parler de statut, de réglementation, de compta ou autre démarche administrative, mais plutôt d'échanger sur nos différentes expériences et donner notre avis sur ce que peut vouloir dire entreprendre autrement. Et pour m'accompagner autour de la table, une nouvelle fois avec plaisir, Séverine Durbaz. Bonjour. Toujours capitaine de la péniche Altea. Et également membre du COCOA. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le COCOA ? Oui, le COCOA, c'est le collectif Consommons Autrement et qui est à Avignon et qui regroupe 10 entrepreneurs éco-responsables sur Avignon. Très bien, merci. Je vous en parlerai plus tout à l'heure. Je pense, oui. Et une nouvelle autour de la table, Sylvia Darico, qui est associée de la SCOP Semaoui. Oui, bonsoir. Raconte-nous ce que c'est Semaoui. Alors, Semaoui, c'est une SCOP, donc on est sur un modèle coopératif, on est 6 associés. La particularité, notamment, c'est d'être entre Grenoble et Avignon. Moi, je suis à Avignon et le reste de l'équipe est à Grenoble. Et on est, on est tous, on est 6 associés. Je ne sais pas s'il faut que je développe plus dès maintenant. En un ou deux mots, l'activité. L'activité, donc on est sur de l'accompagnement aux organisations qui souhaitent changer leur façon de fonctionner. Voilà, qui ont envie de se transformer sur des modèles justement un peu plus coopératifs. Et puis, voilà, c'est ce que nous-mêmes, nous appliquons. Donc, on a eu très, très envie, à un moment donné, de transmettre ça à ceux qui le souhaitaient. Parallèlement à ça, on a une activité de communication aussi. Qui était à la base... qui est historique et qu'on a maintenue et qui fait sens pour nous. Puisque les organisations qui souhaitent se transformer, souvent, re-questionnent un petit peu leur identité aussi. Et ont besoin, du coup, de recommuniquer autrement sur leur transformation. Voilà. Oui, c'est vrai que sur la communication, il y a pas mal de choses à faire, puisque c'est également mon métier, donc je comprends bien. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Cécile Drécourt et je suis productrice de ce podcast et effectivement consultante en communication à mon compte depuis 2013. Donc voilà, le but c'était un peu d'échanger avec nos 3 profils sur entreprendre autrement. Et justement, ma première question de base, qu'est-ce que ça veut dire pour vous entreprendre autrement ? Qui veut commencer ? Séverine, je te sens... Elles sont face à face. Sur les starting blocks. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre autrement ? Je pense qu'il y a plusieurs axes. On va dire que pour moi, le premier, ça a vraiment été de me dire, je mets déjà en adéquation les choses auxquelles je crois et le métier que je vais faire et que je vais fabriquer, en l'occurrence, que je vais créer pour moi. Et je vais créer un lieu. Et pour moi, ça a été vraiment la création d'un lieu, pour le coup, atypique, qui ressemble pas vraiment à d'autres lieux, enfin qui a vraiment plein d'originalité. Après, moi, je suis toute seule, j'ai pas d'employés sur la péniche, donc j'ai pas la partie soit de gouvernance, soit avec les salariés, pouvoir faire des choses en positif, etc. Ça, c'est une partie que moi j'ai pas. Mais déjà sur le fait
sur le choix, pour le coup, du statut. Moi, j'ai choisi un statut associatif, mais aussi pour des raisons éthiques, vraiment, pour pouvoir aussi proposer des tarifs bas, pour pouvoir proposer des choses que seules les associations peuvent proposer. Et entreprendre autrement, ça va être avoir une ligne, faire un peu bouger les lignes, avoir une ligne différente par rapport aux sociétés classiques. Moi, je suis sortie de 20 ans de tourisme dans des sociétés privées avec une hiérarchie hyper classique et pyramidale. Et là, je suis toute seule, du coup, je suis très contente. Mais oui, il y a quand même les thérapeutes sur la péniche qu'il faut. Oui, organiser. Alors après, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas le côté salariat et c'est pas pareil qu'une entreprise classique, mais il y a quand même des personnes qui viennent m'aider. Il y a les thérapeutes qui sont présentes sur la péniche et effectivement, et les intervenants, on a des modes de décision qui sont forcément différents d'une entreprise classique et mon rêve qui va bientôt se réaliser là, c'est effectivement de pouvoir embaucher des personnes et avoir des échanges avec ces personnes qui soient constructifs, positifs, qui soient pas dans la peur, dans le stress, etc. quoi. Très bien. Sylvia ? Oui. Pour ma part, entreprendre autrement, au cœur de cette question, pour moi, il y a la question de la coopération, mais bon, justement parce qu'on est plusieurs. Il se trouve que j'ai pas créé mon entreprise ou je ne suis pas auto-entrepreneur. Et là, c'est la question de trouver un modèle coopératif et qui soit du coup en dehors des fonctionnements académiques pyramidaux justement. Donc nous on travaille vraiment toute cette question-là depuis longtemps. On a commencé avec l'agilité. L'approche agile qui utilise tout un tas d'outils justement qui permettent de travailler de manière très coopérative et on a vraiment poussé ça jusqu'à changer de modèle aussi juridique et passer en scope et ensuite passer aussi à un système d'organisation qui est la pratique de l'holacratie en fait. Mmh. Où du coup on est sur un système assez organique de cercles dans des cercles et dans des cercles et tout ça est quelque chose c'est un système qui sort de la verticalité et qui fait que tout le monde travaille ensemble, a ses propres marges de manœuvre, d'autonomie, ça marche vraiment beaucoup à la confiance et surtout tout ça basé sur vraiment beaucoup d'explicite. En fait, c'est quelque chose de complètement différent de tout ce que j'avais connu jusque-là. Avant Semaoui, quoi. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'on avait vu aussi quand on était avec Séverine au Colibri. On avait essayé de mettre en place une gouvernance partagée, donc qui fonctionne sur l'holacratie et voilà, c'est une autre manière de faire. Par contre, moi, j'ai trouvé que ça chamboulait complètement la manière de faire. Et même si, dans l'esprit, on se dit c'est super, quelle bonne idée, on n'a plus envie d'une pyramide, un chef ou des choses comme ça, j'ai trouvé que ça questionnait énormément de choses et que c'était très difficile, en fait. Je sais pas toi, Séverine, ce que tu avais ressenti à ce moment-là, mais je trouvais que c'était très difficile à mettre en place parce qu'on est vraiment ancré dans cette manière de fonctionner où on se dit j'attends qu'il y ait quelqu'un qui me donne des ordres ou en tout cas qui prenne les décisions. C'était qui soit responsable, etc. Ouais. Oui, ça a été super compliqué, mais moi je trouve ça passionnant, vraiment. Et mais pour les Colibris, c'était il y a 7 ans quand on a fait le groupe local et du coup il y a 7 ans, franchement, c'était on n'en était pas aux prémices, c'est pas vrai puisque ça existait déjà depuis un moment, mais c'était vachement moins développé qu'aujourd'hui déjà, je trouve. Et je pense que dans cette association-là, je pense qu'il y avait aussi c'était plus compliqué. Je sais pas, le positionnement de chaque personne c'était un peu vague en fait. Et là pour le COCOA, donc on a pris la décision d'être en gouvernance partagée, donc on a fait des statuts associatifs collégiaux. Et donc ça veut dire pas de président, pour ceux qui connaissent pas, pas de président, pas de trésorier, pas de secrétaire, pas de vice-président. Donc on est tous au même niveau. Donc là on est 10 et on est 10 au même niveau. Justement, on va faire dans peu de temps une formation pour nous aussi en intelligence collective et sur tous ces outils-là. Et ce qui est génial, pour le coup, dans le COCOA, c'est que
Je pense qu'à l'inverse, sûrement d'autres associations, il n'y a personne qui veut prendre le lead, surtout pas. Et du coup, en partant de là, il n'y a pas de position d'ego comme on retrouve souvent dans les assos, en tout cas, et c'est souvent le reflet des entreprises d'ailleurs. Et du coup, c'est chouette parce qu'on a tous envie d'apprendre en fait à travailler comme ça, et on est tous avides, et c'est génial parce que ces entrepreneurs, pour le coup, eux, ils ont des entreprises avec des salariés, et l'idée, c'est que eux apprennent aussi pour pouvoir ensuite installer ça dans leur entreprise, quoi. Donc là, on est vraiment en train d'essaimer, et c'est top, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une autre gouvernance possible. Mais oui, ça casse tous les schémas. Mais oui, moi je me souviens, on avait fait une élection sans candidat. Déjà rien que le nom d'élection sans candidat, c'était quelque chose de nouveau. Mais c'était une expérience bien particulière. Je pense que c'est quelque chose que vous mettez en place aussi à Semaoui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est alors, il y a effectivement l'élection sans candidat qui, du coup, peut consister... on l'utilise nous-mêmes, justement... en holacratie, quand on veut, on a des réunions, ce qu'on appelle des réunions de gouvernance, et quand on crée un cercle, par exemple, je vais dire au pif le cercle emailing, pour ça on doit du coup créer des rôles structurels. Bon, là, je vous ai pris un cercle qui est quand même très micro, mais on va dire cercle, je sais pas, prospection. Et là, on doit du coup créer des rôles structurels qui sont facilitateurs, secrétaires, premier lien, second lien. Et pour ce faire, on fait une élection sans candidat, c'est-à-dire que vraiment, on va chacun nommer la personne qui nous semble à même d'énergiser. On parle d'énergiser un rôle. Et du coup, on va pouvoir faire part aux autres de ce qui nous semble, de ce qu'on a senti, de l'appétence, des possibilités, de la capacité peut-être à dépasser justement aussi certaines peurs. Et c'est super intéressant parce que du coup, on peut aller vraiment, en écoutant tout le monde, on peut aussi à un moment donné changer notre façon de voir les choses en se disant oui, effectivement, j'avais pas cette info, je savais pas qu'en fait elle avait très 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 envie d'énergiser ce rôle, et donc c'est la meilleure pour moi, le meilleur argument qui existe, donc je vais finalement choisir quelqu'un d'autre. Et ensuite, la personne est complètement libre d'accepter ou pas. Donc ça veut dire qu'en fait, une même personne peut faire différentes missions. Oui. Elle n'est pas enfermée sur... moi, c'est ce que j'avais vraiment ressenti, c'était ça. C'était de se retrouver des fois à faire des choses où on n'est peut-être même pas conscient qu'on est capable de faire ça, mais que les autres ont ressenti ça de nous. Et donc de ne pas toujours être calé dans dans la même fonction, en tout cas dans la même manière de travailler. Et donc ça permet aussi des fois d'ouvrir un peu pour nous-mêmes complètement notre manière de travailler. Et j'ai trouvé ça hyper constructif en fait. Je trouve tout l'intérêt aussi du collectif, c'est que parfois soi-même on peut être dans des sortes de croyances limitantes ou se mettre un peu des barrières, et c'est parfois le collectif qui nous dit mais nous on croit en toi et on pense que et en tout cas ça, tu peux essayer, et c'est pas non plus il y a pas c'est pas à vie, c'est pas figé, on pourra toujours modifier les choses si besoin. Tout ça peut rester en mouvement, mais tu peux expérimenter ça si tu en as envie. Ouais, c'est quelque chose qui est évolutif, en fait. Ouais, complètement. Et du coup, ça va pas mal de pair, je trouve, avec la décision intégrative qu'on utilise beaucoup aussi, qui est la décision par consentement, où là, pour le coup, ça veut dire, ça me fait penser aux histoires d'ego dont tu parlais, où là, pour le coup, que tu sois grande gueule, entre guillemets, ou pas, tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a une objection, si en tout cas elle est recevable, que ça comporte un risque, la décision qui va être prise comporte un risque pour l'organisation, elle est entendue et du coup retravaillée, bonifiée, etc. Jusqu'à ce que tout le monde soit aligné. Voilà. Et là, du coup, ça prend en compte l'idée de la minorité, quoi. Genre, t'es seul à pas être d'accord, mais en fait, t'es seul, donc c'est la majorité qui l'emporte. Et là, on n'est pas du tout sur ce principe-là. Donc, tout le monde est entendu. Ça a été pour moi une grande découverte aussi. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif aussi, cher à mon cœur, mais non. Où c'est vrai qu'il y a des choses qui se jouent parfois qui sont
voilà, qui sont pas forcément évidentes à gérer en termes humains, relationnels et d'ego. Donc ça, c'est voilà, je trouve que c'est un système qui évite ce genre d'écueil. Oui, carrément. Moi, je me disais que moi, le truc qui m'a le plus fasciné, je pense, quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert la gouvernance partagée et l'holacratie, du coup, c'était au début, donc c'était il y a 7 ans. Et moi, en l'occurrence, c'était effectivement Geneviève qui est déjà venue à une tisane et au lit. La précédente. Voilà, qui est nomade, qui m'avait parlé de ça et qui avait été formée par l'Université du Nou. Et moi, à cette époque-là, je travaillais encore en entreprise, puisque ça fait quand même peu de temps que j'ai quitté ce milieu-là. Et du coup, j'étais responsable des ventes et j'animais une équipe de commerciaux. Et pendant les réunions commerciales, je suis allée chercher des outils de l'holacratie pour les amener. Alors, c'était des outils, des petits outils, parce que quand même, quand on parle d'une réunion commerciale, ce que tu disais, ça fait rêver. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de leur dire vous avez des objectifs, vous les avez pas atteints, ça va pas du tout, vous n'aurez pas vos primes et machin, on peut leur dire éventuellement mais toi, je vois tes compétences, peut-être que tu serais mieux dans ce rôle-là, etc. Donc ça, c'était du fantasme dans ma boîte à moi, mais en tout cas, dans beaucoup d'entreprises. En tout cas, ce que j'avais réussi à aimer, notamment, c'était la charte de la parole. Alors, ça a l'air tout bête, en fait, mais juste le premier pas, pour les personnes qui connaissent pas, mais la charte de la parole, c'est juste ne pas se couper la parole, s'écouter, permettre que tout le monde, ne pas juger l'autre, permettre effectivement à ce que tout le monde puisse parler le plus timide, parce que sinon, tu as toujours le commercial qui a le plus gros chiffre, qui arrête pas de parler, qui prend toute la place, et l'autre qui est tout nouveau, qui ose pas ouvrir la bouche. Et du coup, arriver déjà à mettre ça en place, leur présenter ça sur un PowerPoint, mais c'était la révolution, quoi. Et du coup, tout le monde me regardait un peu comme si je venais de descendre de la planète Mars. Et, Ils ont suivi ? Oui, ils ont suivi. Ouais, ils ont suivi. Du coup, effectivement... en fait, ils faisaient référence, et encore, on n'avait pas de bâton de parole, on n'en était pas arrivé là. Mais au moins, ils arrêtaient de raconter des petites histoires qui n'intéressaient qu'eux pour plus globaliser les choses, parce que c'était un peu mon objectif, c'était qu'ils s'écoutent et qu'ils arrêtent de raconter leurs propres trucs alors que c'était une réunion globale. Et ça avait porté ses fruits. Je pense qu'aujourd'hui, ils le font plus, mais au moins, ça les avait marqués. Et le top, ça aurait été d'arriver à développer tout ça, mais c'est pas facile, faut tout faire bouger, quoi. Donc c'est long, je pense. Oui. On n'a pas été éduqués comme ça, on n'a pas... C'est sûr. Ouais. Oui, puis après, t'es dans un système pyramidal qui fait que de toute façon, c'est pas eux qui vont décider. C'est donc... clair. Ce que tu racontes, c'est un mix d'outils tels que la communication non violente, l'écoute active, etc. En fait, tu avais injecté des petites... des petits trucs. Mais semer des petites graines. Moi, il y a un outil qui m'a révolutionné, c'est les 6 chapeaux. Oui. Ça, c'est un truc. Donc, les 6 chapeaux, c'est Édouard de Bono qui a développé ça. Et c'est en réunion, quand on a besoin de prendre une décision. Bon, je vais faire la version très, très simple, mais il y a 6 chapeaux avec 6 couleurs différentes. Et en fait, on porte tous ensemble le même chapeau au même moment. Donc, à un moment, on est créatif, à un moment, on est positif, à un moment, on est négatif. Mais on est, entre guillemets, obligé, en tout cas, d'être dans cet état d'esprit-là quand on donne son argument sur un projet. Et donc, pareil, ça évite de rester dans un rôle, parce que, par exemple, moi, dans les réunions, je suis plutôt à analyser tout ce que les gens disent et après aller trouver le truc en disant oui, mais si on fait ça, il y a ça qui va pas aller. Donc, en fait, je passais pour le chat noir. Alors, tout le monde super enthousiaste, puis toi, t'arrives au milieu en te disant oui, mais moi, j'ai trouvé la faille, parce qu'en fait, j'ai rien dit depuis 1 heure, mais voilà. Pas parce que je suis négative, mais parce que juste j'ai eu le temps d'analyser tout ce que tout le monde avait dit. Alors que là, j'avais l'opportunité à la fois d'être positive, ce qui est la base de mon caractère en fait, d'être aussi négative et de laisser cet espace-là pour les autres. Parce que quand tout le monde est optimiste, super à fond sur un projet, t'as un peu du mal à dire moi je pense qu'on va se planter, ou que si on fait ça, ça va moins bien marcher. Et voilà, et ça t'oblige à ça. Par contre, je trouve que c'est un exercice qui est top parce que justement, ça t'oblige aussi à réfléchir au projet de différentes manières et à laisser la parole à tout le monde. Ce que tu disais, alors le bâton de parole, c'est pas pour taper sur les gens, ceux qui ne connaissent pas. C'est plutôt celui qui a le bâton, c'est celui qui parle, et donc on lui laisse la parole. Et après, ça aussi, de laisser la parole, ça c'est juste... C'est un concept qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est génial. Et puis quand tu as des caractères comme ça dépend aussi des boulots, mais moi je sais que c'était des commerciaux, donc c'est des gens qui sont plutôt volubiles, quoi. Donc ils ont tendance à parler beaucoup, etc. Et d'arriver c'est ce qu'on leur demande. C'est ce qu'on leur demande. Donc d'arriver à faire en sorte qu'ils s'écoutent entre eux et qu'ils puissent s'apporter des choses entre eux, mais c'est déjà génial, quoi, qu'ils apprennent entre eux, quoi. Et il y a tellement de... il y a plein d'autres endroits où ça peut être appliqué, mais ça c'est vraiment... pour tout, dans la famille, au final on parle d'entreprise, mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est vraiment dans son rapport à l'autre en général. Et moi, quand j'avais regardé un peu pour préparer
préparais l'émission Entreprendre autrement, je suis toujours tombée sur des sujets autour du social, de l'économie sociale et solidaire, tout ça. Est-ce que pour vous, Entreprendre autrement, c'est obligatoirement créer une entreprise qui a un but social, ou en tout cas qui... Je ne vais pas dire révolutionner le monde, mais en tout cas, ça fait partie des bases de l'entreprise d'Entreprendre autrement, c'est de réfléchir aussi pas forcément à profit, même si une entreprise, ça doit fonctionner, une association, ça fonctionne aussi, il y a un budget, voilà. Mais est-ce qu'il y a un but social, ou en tout cas un changement de la société qui rentre aussi dedans pour vous ? Ouais, vas-y. Oui, moi je pense que ça va avec, mais je pense que souvent les personnes qui vont faire ce choix, cette démarche d'entreprendre autrement, il y a ça derrière. Alors après, ça n'empêche pas effectivement les bénéfices et toute la partie business. Moi, perso, mon choix, il a été associatif de me dire je fais le café à 1 euro parce que je trouve que tous les gens qui le vendent plus cher, c'est pas normal en fait, parce qu'il y a déjà 80% de marge sur 1 euro, donc bon, voilà. Et que du coup, je pense que je suis le café le moins cher de toute la région. Et il est bon en plus, et il est bio. Et en plus, il est bio, en plus, il est bio. Mais par exemple, je sais que si un jour je peux embaucher, je pense que c'est vraiment une réflexion qui fera partie intégrante de ça. Je sais que dans le cocoa, la personne à laquelle je pense tout de suite, c'est Bella Ciao qui effectivement fait de la formation en boulangerie et qui du coup va prendre des personnes qui sont en réinsertion. Ouais, c'est ça, qui sont en réinsertion. Il va les former. Enfin, ça fait vraiment partie de son truc. Enfin, Pierre Julien, il est vraiment dans cette démarche-là. Et c'est pareil, c'est un choix qu'il a fait de construire l'entreprise comme ça. Et il n'est pas tout seul d'ailleurs à la tête de Bella Ciao. Mais du coup, je pense que même à côté, Charlotte, etc. Enfin, ces personnes-là, je pense que ça fait forcément partie de la démarche, de se dire il y a un côté social qu'on peut pas ignorer, et en fait on est un peu dans une démarche où on va tous changer le monde en fait, donc tant qu'à faire, autant qu'on prenne tous les gens avec nous, quoi. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de personnes mises de côté. Oui, parce que dans le développement durable, il y a l'humain aussi. Bien sûr. Il n'y a pas que l'écologie. Ouais, oui, c'est clair. Nous, oui, très clairement, tous les 6 associés qu'on est, on est complètement alignés sur notre envie de transformer le monde. C'est clair. C'est une bonne idée. Oui, mais en fait, toi, il y a des clients qui viennent vous voir qui doivent ne pas avoir, en tout cas, l'entreprise, leur activité n'a pas forcément un but social ou des choses comme ça. Oui. Est-ce que c'est des choses que vous essayez d'intégrer, leur faire intégrer aussi, à la fois sur le recrutement ou... Alors, oui. Après, on n'a pas du tout envie de, comment dire, on laisse la liberté forcément à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, et on n'est pas là pour changer le cœur d'activité. Mais ce qui importe pour nous, c'est à notre échelle, déjà, de faire en sorte qu'il y ait ne serait-ce que moins de souffrance au travail, plus de coopération, plus de réalisation de soi, plus d'épanouissement, plus d'émancipation, plus de coopération, voilà. Rien que ça. Rien que ça. Quand on se sent libre et responsable dans une organisation, déjà c'est énorme. Quand on sent qu'on est toujours en train d'apprendre et que qu'on peut tenter des choses, qu'on peut évoluer, qu'à partir du moment où on fait les choses justement pour le bien du collectif, en tout cas, sans prendre de risques inconsidérés, on peut tenter des choses. On est vraiment dans l'expérimentation nous-mêmes, et on a plutôt envie d'inspirer, si possible, les autres, et de les accompagner là-dedans. Et en tout cas, à changer le fonctionnement, ne serait-ce que relationnel. C'est ça aussi qui parfois... quelle que soit l'activité en fait ou la forme juridique de l'organisation, on en parlait tout à l'heure, une association, à la base, c'est un modèle qui est justement complètement engagé entre guillemets à la base, mais il n'empêche que d'humain à humain, parfois c'est compliqué et ça peut rendre très malheureux quand même. Oui. Voilà. Donc nous c'est notre engagement en fait, il se situe là. On a vraiment, on se dit ce qu'on vit nous-mêmes est tellement génial, et depuis des années on a vraiment évolué ensemble, et aujourd'hui on est 6 personnes à se sentir vraiment alignés, en cohésion, et où vraiment tout se régule et s'équilibre, et on se porte quand même les uns les autres. Même si il y en a un qui flanche ou quoi, il y a vraiment quelque chose qui est assez fort, et
et qui transcende quand même pas mal tout le reste. Et nous, c'est ce qu'on a. Ça motive, ouais. Bah ouais, complètement. Et ça fait sens, en fait. On a vraiment une raison d'être, d'ailleurs, qu'on a justement pensé et rédigé ensemble. Et qui est complètement là-dessus. Et du coup, c'est notre phare, notre raison d'être. C'est vraiment ce qui nous pousse à agir, ce qui nous fait nous lever le matin avec la banane, ce qui nous donne envie de continuer dans ce chemin. Et c'est une bonne chose, ça. Est-ce que c'est pas une des clés pour entreprendre autrement, de déjà réfléchir à sa raison d'être ? Pour nous, c'est je pense que c'est pareil pivots pour vous. de la transformation. C'est vrai que déjà réfléchir à ce qui fait sens et quelle est la raison d'être, pourquoi on fait les choses, pourquoi on les fait en fait. Mais c'est sûr que par rapport, tu voulais dire par rapport au Cocoa, j'imagine. Au Cocoa, oui. Puis même, toi, quand tu as créé l'association. Ouais, alors vraiment, là, par rapport au Cocoa, parce qu'on est en plein dedans, et on est vraiment dans cette réflexion, je pense que le Cocoa, au départ, c'était hyper instinctif. C'était, en fait, on travaille déjà ensemble parce qu'on va chercher des produits chez les uns et les autres, parce que c'est local, c'est bio, et que du coup, on était déjà tous plus ou moins en contact. À force de se rencontrer, d'aller dans les boutiques et se revendre mutuellement, on s'est dit, on va et si on faisait un truc ensemble, et donc on a mangé du bon pain de chez Bella Ciao, du bon vin et des jus, et on était tous ensemble, on s'est dit c'est super, on va se regrouper, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On est sympa. Et on est content, et on a tous la même éthique, on va tous dans le même sens, et ça c'est clair. Et puis c'était génial de pouvoir partager des expériences d'entreprise, justement, d'entrepreneuriat, avec des galères aussi qui étaient un peu identiques, de se dire on va pouvoir s'entraider, toi tu connais ça, tu l'as déjà fait, etc. Parce qu'on est tous en plus dans le Cocoa des entreprises jeunes. Donc globalement, je pense qu'à part à côté qui doit avoir 4-5 ans, je pense, d'ancienneté, c'est jeune. C'est jeune. On est tous autour de 3 ans. Moi, ça va faire la 3e année, et en même temps le Petit Pot, Bella Ciao, tout ça, c'était la même période. Il y en a des plus jeunes que ça dans le collectif. Et du coup, c'était de se donner des tuyaux. Et du coup, j'ai perdu ma ligne. Je sais plus pourquoi j'étais en train de vous raconter tout ça. Sur la raison d'être. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est parti de l'instinct à... Et là, maintenant, on se retrouve tous ensemble et on se dit, on va vers où ? Et en fait, c'est hyper important de définir. Vous avez plein d'idées, en fait. On a plein d'idées, mais qu'est-ce qu'on va privilégier ? Comment on hiérarchise les choses ? Et quelle est notre raison d'être ? C'est une vraie question qu'on s'est posée pour les colibris, mais je pense que toutes les assos et toutes les entreprises devraient se poser, en fait. C'est effectivement ce qui fait se lever le matin dans une entreprise, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi on y va, quoi. Ce qui manque souvent, en fait. Oui, mais carrément. Moi, je sais que dans mon accompagnement en communication... alors, soit j'ai des créateurs d'entreprises qui arrivent en me disant je veux une page Facebook, ou je veux communiquer, je veux un site internet, je veux un outil de communication, ou des entreprises qui existent déjà et qui se rendent compte que leur com n'est pas appropriée, on comprend pas ce qu'on fait, des choses comme ça. Et en fait, quand je leur dis mais pourquoi vous avez créé cette boîte, pourquoi vous la créez, qui vous êtes, et là, souvent, il y a un grand blanc de « Ah, mais j'ai jamais réfléchi à ça, en fait. » Je me suis lancée, j'ai une idée, je suis partie. La com, j'y ai pensé après, parce qu'effectivement, c'est un budget et que je vais d'abord investir dans du matériel ou dans d'autres choses, et je vais pas forcément réfléchir à la com. Et au final, la communication, c'est... tu vois, Sylvia, c'est pareil, toi aussi, quand tu faisais du marketing, des choses comme ça, en fait, c'est la base, et le fait de réfléchir à qui on est, pourquoi on le fait, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin, et que parce que quand j'entreprends, je prends des risques quand même, surtout si j'ai quitté mon travail salarié avant, ça veut dire que là je sais pas ce que je vais gagner à la fin du mois. Et donc, pourquoi je le fais ? Et si je n'exprime pas ça dans ma communication, que ça soit en interne avec mes salariés, mes associés ou les autres personnes de mon association, ou en externe avec mes clients, mes prospects, mais comment je peux vivre, en fait, comment je peux avancer si je ne sais pas moi-même, si je suis pas capable moi-même d'expliquer tout ça, en fait. Et ça, je trouve que ça pêche dans énormément d'entreprises, quoi. C'est un truc... Donc, quand je les fais réfléchir là-dessus, souvent, il y a... Après, il y a un flottement. Après, il y a le cerveau qui chauffe un peu. Et puis ils reviennent un peu après en me disant, oh là là, mais ça m'a fait secouer plein de choses. Et en fait, voilà, ça fait derrière secouer sur l'organisation, sur la manière d'être, sur même sa manière d'être avec ses clients, sur la facturation, sur les prix. Enfin, en fait, ça touche énormément de choses. La raison d'être, c'est vraiment, pour moi, ça devrait être la fondation, ça devrait être obligatoire pour créer une boîte, quoi. Nous, en fait, je pense que d'ailleurs, c'était implicite. On savait pourquoi on faisait les choses. On était, je pense, complètement raccord tous. Mais c'est vrai que de la définir ensemble, cette raison d'être.
Et à un moment donné, de l'écrire et de la poser, il y a quelque chose qui est assez... qui est hyper fort quand même, pour le coup. J'ai trop envie de vous la lire. Ah bah ouais. Mais vas-y. Un exemple de raison d'être, non, parce qu'on est Elle a un fiers. superbe mind map devant elle avec des petites notes. Donc on ne sait pas tout ce qu'elle va nous dévoiler sur la soirée, mais en tout cas... J'ai toujours peur de rater un mot, donc je l'ai écrit, la raison d'être. Donc c'est pour que dans toutes les formes d'organisation humaine, le travail soit un écosystème de coopération qui permette la réalisation de soi dans un monde en paix. Voilà. Waouh. Bim. Ok, c'est ça. Et bon courage. Rien que ça. Ouais, rien que ça. Et donc elle est assez haute, mais. Et vous avez mis combien de temps pour accoucher de parce que c'est un peu ça quand même. Ouais, pour le coup, on a fait une journée de forum ouvert, donc voilà. Ça aussi, il faut se laisser du temps. De l'agilité qui pour le coup est en général permet de travailler à des questions vraiment liées à la vision, à long terme ou moyen terme, mais en tout cas une vision collective. Oui, c'est pas une phrase qui est venue comme ça. Non, on l'a bien travaillé ensemble. Ouais. Et une fois qu'on a accouché de ça, c'est ça. Ouais. C'est vrai, c'est comme une naissance un peu. Et ça se garde, c'est ça, c'est chouette. Mais c'est super important en fait parce que c'est effectivement cette raison d'être, c'est ce qui va diriger toute l'entreprise et sur des années, sur du long terme aussi. Et moi, j'ai pas écrit de raison d'être, mais je sais que chaque décision que je prends, d'abord j'ai l'impression que ma raison d'être, elle est donc il y a le côté fondamental de la péniche, pourquoi elle est là et pourquoi j'ai fait ça. Mais il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer, il y a plein de projets tout autour de la péniche notamment. Et en fait, à chaque fois, ça m'aide à garder le cap, quoi, à pas partir dans tous les sens, à me souvenir, à me recentrer, à me dire mais l'objectif il est là en fait. Donc du coup je continue vers ça et j'avance vers ça. Donc c'est clair que d'avoir en plus de pouvoir voir sur du long terme, quoi, puis sur du long terme quoi. Et oui, c'est vrai que souvent quand on crée une entreprise, on nous dit il faut faire un business plan, sur 3 ans, mais sur 3 ans, sur 5 ans, sur 12 ans, voilà. Après c'est bien de voir les projets sur 10 ans aussi, de se dire mais dans 10 ans je serai comment en fait, je serai où. Et c'est vrai que moi au début on m'avait dit mais t'as pas fait de business plan, j'ai dit non j'ai pas fait de business plan, en plus moi je suis toute seule, j'ai pas d'investissement de matériel non plus, enfin voilà, pas, tout dépend aussi de l'activité, je dis pas qu'il faut pas faire de business plan, mais en tout cas voilà, moi ce qu'on m'avait dit c'est il faut faire un business plan, et je lui ai dit mais non, mais moi en fait j'ai ça comme valeur, et ce qui est important pour moi c'est d'aller dans ma communication, dans mon rapport avec mes clients, c'est d'être dans ces valeurs là, et c'est ça le plus important pour moi. Et après le business plan, il viendra tout seul ou pas. D'ailleurs, il est toujours pas venu, 7 ans. Je m'en sors quand même. Non, voilà. Le business plan, c'est plus pour assurer, pour te donner une ligne du coup financière et puis pour assurer les investisseurs. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que moi, j'avais pas besoin d'investisseurs. Voilà, et on m'a dit non, mais si tu fais pas de business plan, tu t'en sortiras jamais. Alors, ok. Bon. Je m'en suis sortie. Mais après, ça rassure aussi. Et je dis pas qu'il faut pas en faire. C'est pas du tout ça le message. Mais moi, en tout cas, c'était pas ma manière de voir mon entreprise. Moi, j'avais besoin de garder un peu de justement, de pas trop me cadrer, parce que si je cadre trop, après, moi, ça va m'empêcher d'avancer. Et clairement, je pense que ce podcast n'existerait pas si je m'étais fait un business plan. mais voilà, c'est le fait d'avoir ma raison d'être, de savoir ce que j'accepte et ce que j'accepte pas, et donc de savoir où je vais. Par contre, je pense que c'est fondamental. Et je pense que les entreprises qui réussissent, elles sont souvent basées sur ça, quoi. Oui. Et justement, parler des salariés, des équipes, ou dans une association, le grand mot en ce moment, c'est la qualité de vie au travail. Donc c'est vrai, quand on entend entreprise, entreprendre autrement, ou comme on dit, les entreprises libérées ou des choses comme ça. Souvent on nous dit oui, il y a un baby-foot et on fait des sorties cinéma tous ensemble et youpi, c'est génial. Et moi je trouve que c'est pas du tout la solution. Le baby-foot n'est pas la solution pour que tout aille mieux dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que ça vous... Ça vous parle ou pas? Si, ça me parle. Vas-y, Sylvia, vas-y. On t'a commandé des baby-foot. Non, justement, effectivement, nous, on se reconnaît pas du tout là-dedans. Pour nous, justement, tout vient de quelque chose de... Comment dire ? Un baby-foot, c'est fait pour se divertir.
Et alors, pourquoi pas, hein, Oui, on n'est pas oui. là pour juger les entreprises qui ont des baby-foot, mais nous, ce qu'on a envie de faire, c'est juste de faire en sorte d'être heureux au travail. Et être heureux au travail, faire quelque chose qui fait sens, avoir une communication fluide, avoir des outils justement pour communiquer aussi ses tensions, parce qu'il peut y en avoir, ses émotions, etc. Ça fait partie de la vie. En fait, justement, nous, on a juste envie de travailler ça. Comment on fait justement quand on rencontre une difficulté, comment on regarde la solution, comment on interpelle ses associés pour s'entraider, en fait c'est tout ça qui fait sens pour nous et qui fait bonheur, bien-être, etc. C'est tout ce qu'on apprend d'ailleurs et qui fait que moi-même, et je sais que je suis pas la seule, il y a des porosités du coup forcément avec les autres sphères, la sphère familiale, amicale, etc. Et apprendre des choses comme ça au sein de son organisation, c'est tellement précieux. C'est tellement nourrissant, c'est tellement apprenant et ça fait avancer tout simplement, quoi. Ça libère, ça... Donc voilà, moi on regarde les choses plutôt par ce prisme-là. Voilà, du coup... oui, je crois que je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors bon, moi sur la péniche, on va dire, donc il n'y a pas de baby-foot. Après, j'avoue que le cadre de travail est plutôt agréable. Que les personnes qui sont venues m'aider sur le bar notamment veulent revenir absolument. Donc c'est plutôt bon signe. Oui, non, mais bon, ici on a un super cadre de travail. On est dans un truc de bien-être avec des thérapeutes qui prennent soin de nous tout le temps. Je pense que c'est un cadre de travail super exceptionnel. Ouais, voilà, c'est super exceptionnel. Après, l'idée c'est que moi, la manière dont je me comporte avec les personnes qui viennent travailler avec moi, c'est ça. C'est aussi moi sûrement ce qui m'a manqué aussi un peu, c'est d'arriver à voir quelles sont les compétences de chaque personne. Ça m'est arrivé dans mon milieu professionnel quand même. Je le dis pour les personnes qui vont écouter. Mais c'est d'aller chercher les compétences de la personne et d'aller l'amener vers là où on sent qu'elle est la meilleure et pas la forcer à faire un truc qui lui conviendra jamais, quoi. Donc on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes talents et l'idée c'est ça, c'est d'aller voir le talent de la personne. Moi, j'ai que des personnes qui ont des super talents pour faire des jus. mais voilà, non, mais c'est vraiment aller chercher, aller les aider à développer certains talents, quoi. Ça, je trouve que c'est primordial. Et après, dans le cadre de la qualité de vie au travail, du coup, nous, on a développé une partie pour les entreprises et où l'idée, c'est d'aller justement faire des formations et des interventions en entreprise. Parce que connaissant ce milieu-là, on sait aussi à quel point ça peut être utile d'avoir des personnes de l'extérieur qui vont venir. Et on a du coup une équipe de thérapeutes et d'intervenants qui vont aller faire des formations. Et du coup, on les a voulu assez originales et assez, ludiques. Alors, c'est pas du jeu, hein, mais pas uniquement du coaching, en fait. Pas uniquement... de la gestion d'équipe, de management, etc. Mais vraiment une partie de gestion de stress, de gestion des émotions, qui va être du coup une base de coaching et qui va être couplée par exemple avec des fleurs de bac. Donc comment est-ce que à travers les fleurs... Pascal, tu nous manques. À travers les fleurs, on va pouvoir gérer les émotions. On a une formation aussi avec l'ostéopathe de la péniche sur comment bien se tenir devant un écran, comment respirer, et du coup couplé avec de l'art-thérapie. Il y a des pratiques autour du théâtre aussi, mais toujours avec une base de coaching, et c'est destiné à la fois aux salariés, aux managers. Et l'idée, c'est ça, c'est d'aller, de prendre le bien-être de la péniche et d'aller l'exporter dans les entreprises. Il y a quand même plein d'entreprises qui travaillent aujourd'hui sur la qualité de vie au travail. Bon, elles sont un peu obligées parce que c'est la loi. C'est ça. Mais du coup, c'est bien. Et puis, il y a quand même plein qui le font d'elles-mêmes, quoi. Donc, ça évolue. Mais c'est toujours... quand on arrive de l'extérieur, je pense qu'il y a toujours un côté, mais qui sont ces gens qui viennent nous expliquer que comment ça, mes salariés sont pas heureux. Je vais leur faire du théâtre, ça ira mieux. Voilà. C'est ça. Puis mais pourquoi mes salariés sont pas heureux ? Vous avez des trucs à dire, vous, les salariés là ? On n'aura pas demandé de parler. C'est ça. Oui, et puis je pense que là, de tout ce que j'entends depuis le début, c'est que c'est quand même des processus qui prennent beaucoup de temps. Quand tu dis que tu as mis une journée pour, je vais pas dire écrire une phrase, mais d'avoir toute cette raison d'être.
Et c'est vrai que quand on crée une entreprise, la première chose, c'est là le business plan, je reviens là-dessus, mais sur la partie comptable, mais d'abord on nous dit comment t'arrives à en vivre, puis c'est logique, hein, on travaille tous pour payer son loyer, pour manger, pour se faire plaisir, des loisirs, tout ça. Et comment on arrive à équilibrer à la fois tout ce temps, puisque mettre une gouvernance partagée ou changer de mode de fonctionnement par rapport à ce qu'on nous a appris ou aux habitudes qu'on a sur l'entreprise, prend du temps et de se dire comment à un moment je vais prendre cette décision-là, de prendre du temps, de prendre ce temps-là. Et ça va me coûter de l'argent, obligatoirement. C'est ça, on est tous d'accord que ça coûte de l'argent. Et donc, c'est compliqué pour les entreprises de se dire je vais passer ce cap-là. Donc, effectivement, peut-être que d'acheter un baby-foot, ça paraît plus facile. On se dit, hop, c'est fait. Plus accessible. Visuellement, on y croit. Mais voilà, après, faut que ça soit vraiment ancré. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une question sur la partie argent, rentabilité. En tout cas, est-ce que toi, tu as des exemples peut-être d'entreprises, alors sans donner des chiffres, mais qu'est-ce que ça peut apporter après aussi niveau rentabilité? Parce qu'on a parlé de bien-être des gens, tout ça. C'est super que tu me poses la question. Je voulais en parler justement parce que des fois je me dis on doit nous prendre pour des illuminés. Voilà, on passe tout pour des perchés. Non, il se trouve que pour le coup on est hyper pragmatique et on a besoin nous aussi, comme tout le monde, de trouver notre économie. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que tout le temps que nous-mêmes on a pris ou qu'on va faire prendre à ceux qu'on accompagne, il est largement, en fait, il est précieux et il est largement rattrapé plus tard. Enfin, en fait, c'est même pas, c'est même pas quantifiable, mais ne serait-ce que sur notre système en holacratie, tout est tellement explicite, on a des rôles, où chaque rôle, on sait exactement ce que chacun a à faire, quel domaine d'autorité, quelle raison d'être pour le rôle, comment, voilà. Après, chaque personne énergise son rôle comme il l'entend, mais il sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas bloqué dedans. Si à un moment donné, il n'arrive plus à l'énergiser, il peut appeler à l'aide. Il peut passer la main. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure aussi, faire en sorte que chacun soit bien à sa place, se sente bien là où il est. Et en accord avec ses envies, avec ses compétences, ne soit pas en souffrance ou juste pas à sa place, quoi. C'est ça qui peut aussi faire beaucoup de mal à la personne et à l'organisation. Et du coup, quand tout ça se met à bien fonctionner, que toutes les choses sont claires, et que tout le monde sait pourquoi il fait les choses. Après, on est plus efficace. Mais largement, largement. C'est je pourrais pas te donner de données chiffrées, mais elle est évidente. On a vu nous-mêmes à quel point, du coup, quand même, c'était... on avait gagné vraiment en efficacité, en communication interne, en prise de décision. Oui, il faut se donner ce temps pour justement derrière, après, en gagner. Ah oui, ça en vaut tellement la peine. Ouais. Et moi, je pensais aussi, j'ai entendu Pierre Julien dans une interview dire mais moi, j'ai décidé d'ouvrir ma boulangerie à 10h du matin. Je crois que c'est ça, j'exagère peut-être, mais je crois que c'est vraiment ça. Et aussi de se dire, lui, il avait envie d'avoir une vie familiale et tout ça. Et c'est vrai que quand on entend boulangerie, on voit le boulanger à 4h du matin dans sa boulangerie qui est ouvert à 6h et tout ça. Donc ça a dû faire, il doit y avoir une clientèle qui a dû râler, parce que obligatoirement, c'est voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est des choix qui sont assez forts aussi d'avoir pris cette décision-là et de l'assumer. Ce qui au final n'empêche pas aujourd'hui pour lui d'avoir une clientèle, parce que j'ai cru comprendre ça marche plutôt bien. Oui, carrément. Mais parce qu'aussi derrière il y a la qualité et tout ça, il y a pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un exemple sur le temps, mais d'être capable de dire mais non, mais moi j'ai une boulangerie, mais je l'ouvre à 10h du matin parce que c'est mon bien-être et que pour mes salariés c'est mieux aussi et que ça m'empêche pas de travailler et d'être rentable, parce que quand même on est là-dessus. Je trouve que c'est incroyable, quoi. Mais je pense que c'est vraiment le choix. Je pense que c'est la première chose dont on avait parlé avec Pierre Julien quand je l'ai rencontré, c'était vraiment de ça. Parce que moi aussi, j'ai fait le choix de pas ouvrir tous les samedis, d'ouvrir à 10h jusqu'à 18h. Et parce que j'ai une famille, parce que j'ai une vie à côté et que je voulais plus travailler de 6h du mat à 20h le soir. J'exagère un peu, mais vraiment, je voulais vraiment me garder un environnement qui me rendait du coup heureuse et qui faisait que le lieu allait respirer ça, en fait. Et c'est vrai que dans la boulangerie, il s'est fait un peu jeter parce que les gens, ils ont envie d'aller acheter leur pain à 7h du matin. Mais en fait, une fois qu'on leur a expliqué
que c'était pas possible, et ben c'est pas possible. Et ils arrivent à 11h, en fait, ils attendent juste un peu, quoi. Oui, et puis ils changent leurs habitudes. Ils changent leurs habitudes, c'est pas grave, en fait. Je pense que ça fait partie, effectivement, du changement. Et moi, sur la péniche, j'ai arrêté de m'énerver quand on me dit « Ah, mais je suis passée, c'était fermé. De toute façon, à chaque fois que je viens, c'est fermé. » Je dis, ben ouais, mais non, mais tu viens quand, le dimanche, la nuit, mais en fait, oui, c'est un vrai choix. C'est ça. De se dire, bah non, moi, je vais pas dans les supermarchés le dimanche. Enfin, c'est une question de respect. Il faut qu'il y ait des gens qui se reposent et j'ai pas envie de cautionner ça, c'est tout à fait personnel, mais du coup, voilà, moi, j'ai pas envie d'ouvrir le dimanche, quoi. Donc, même s'il fait beau et même si, effectivement, ça serait super sympa de pouvoir venir sur la péniche le dimanche, mais non. Ouais, c'est clair. Oui, moi je revendique aussi de ne pas répondre à mes clients le dimanche. Enfin voilà, j'ai une activité c'est de la communication. Aux dernières nouvelles, je ne sauve pas de vie. Je serais chirurgien à la rigueur, mais voilà. Et donc moi, c'est vrai que j'ose aussi affirmer que je prends des vacances et que quand je prends des vacances, je suis pas là. Donc je suis pas disponible, je réponds pas aux mails. Voilà, il y a pas. Normalement, j'ai tout préparé avant pour pas qu'il y ait de soucis. Et pareil, quand mes clients partent en vacances, des fois, quand ils m'envoient des messages au milieu, je leur ai dit, je te répète, tu es en vacances, je ne veux pas t'entendre pendant une semaine, parce que je pense que c'est important aussi, et même si on est entrepreneur, qu'on est tout seul ou à plusieurs, mais en tout cas que effectivement, surtout les premières années, il faut avoir l'activité, faire marcher tout ça. Le fait de prendre du temps, de prendre des vacances, de se poser, d'arriver à avoir aussi une vie familiale, voilà, tout ça fait que derrière, ça nous permet aussi d'être mieux dans notre travail, de se sentir mieux, et si on se sent mieux dans notre travail, on va être plus efficace. Et voilà, et on peut prendre des vacances et on peut se poser, on peut commencer à ouvrir une boulangerie à 10h du matin. Voilà. Et je pense que ça, c'est super important, peu importe la taille de l'entreprise. C'est vraiment, pour moi, c'est la base d'entreprendre autrement, c'est de d'abord penser à l'humain, à soi, si on est juste créateur tout seul. Enfin, juste, c'est pas négatif. Ça marche. De toute façon, de faire les choses par contrainte, ça atteint très vite ses pas. limites. Ça tient pas sur le long Donc, terme. il faut être en accord quand même avec ce qu'on fait. Et voilà. Ouais, c'est tout simplement ça, je pense. Oui, j'ai vu que tu avais quelque chose. J'ai des petits chiffres parce que du coup on parlait de chiffres par rapport au business et c'était des trucs que j'avais trouvés sur une étude justement pour Altea Entreprise et l'idée c'était de dire que effectivement qu'un employé heureux c'était un employé performant et donc il y a eu des études etc. Et donc un employé heureux est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 55 fois plus créatif et 9 fois plus loyal. Et du coup ces chiffres-là qui viennent d'une étude américaine que j'ai vérifié, c'est pas des chiffres faux. C'est des vrais chiffres. C'est des vrais chiffres. Mais c'est ça, l'idée c'est de dire que c'est pas un caprice le bien-être au travail, quoi. C'est quelque chose qui est vachement plus rentable pour les entreprises. Et quand tous les entrepreneurs et les grosses boîtes auront compris que les gens qui sont pas bien, du coup ils se mettent en maladie et que du coup c'est plus compliqué, enfin c'est vraiment un cercle vicieux alors qu'on pourrait avoir un cercle vertueux, quoi. C'est tellement évident aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'espère et je me dis que les nouvelles entreprises qui se créent aujourd'hui sont quand même plus dans un modèle différent parce que quand même on arrive sur une génération aussi avec des personnes qui sont quand même vachement plus axées sur leur bien-être et sur leur vie perso, donc il va falloir à un moment donné que tout le monde s'adapte. Il y a un moment il va falloir. Ouais, c'est ça, parce que sinon ça va être compliqué quand même. Ça va être complexe, c'est clair. Et par rapport à Semaoui, parce qu'au départ, donc c'est ce que tu disais au tout début, c'est que c'était pas du tout. Enfin, vous avez changé complètement d'activité, enfin pas complètement, mais en tout cas, voilà, on l'a gardé, mais effectivement on a quand même pris un bon virage. Ouais, et justement, enfin, ça n'a pas été aussi un peu compliqué d'arriver à la fois pour les clients, parce que ça veut dire que pas du jour au lendemain, mais en tout cas, il faut faire comprendre aux gens qu'on change d'activité, et puis expliquer le pourquoi du comment on est passé de la communication, parce que c'était ça, c'était communication, web, tout ça, et ça n'empêche pas de continuer, mais... Comment on arrive à faire, parce que est-ce que c'est pas une manière aussi de montrer justement que c'est possible et dire nous on l'a fait, donc est-ce que ça fait partie des arguments aussi que vous pouvez donner aux clients, parce que... oui, et puis du coup on fait de la pédagogie forcément, mais je trouve que ça fait partie aussi de notre mission. Enfin on a envie même individuellement, quoi. Et c'est vrai en toute façon, on a quand même gardé, on n'a pas lâché complètement cette activité, donc ça aide un peu. Vous n'avez pas lâché vos clients du jour au lendemain? C'est bon, maintenant on arrête. Non, pour le coup, non. Et puis il y a un moment donné où c'est d'une telle évidence, quand ça fait des années qu'on pratique quelque chose et qu'on se forme, qu'on évolue là-dedans,
et que dans l'équipe, il y en a vraiment, on sent qu'ils ont cette fibre vraiment d'accompagnant, de coach, et que ben voilà, c'est juste... quand tu vis quelque chose de bien, tu as juste envie que les autres puissent le vivre aussi. Et donc, sans faire de prosélytisme, on n'a absolument pas envie de forcer qui que ce soit, mais on a juste envie quand même d'être là pour ceux qui ont envie de prendre ce chemin-là. Et on se sent d'autant plus légitime qu'on pratique nous-mêmes au quotidien et depuis des années, et que tout ça a beaucoup évolué. Et que, voilà. Donc, pour nous, c'était tellement évident, naturel, c'était naturel, en fait, exactement. Et t'as pas eu quand même à un moment quand Alyosha, je pense que c'est lui qui est arrivé avec cette idée-là, a commencé à dire on va changer. Est-ce que toi, en interne, tu t'es pas dit mais qu'est-ce qui... Non, alors qu'est-ce moi, qui se pour passe le coup, c'est marrant parce que justement, j'en ai pas discuté individuellement avec chaque associé, mais en tout cas, pour le coup, moi, quand je suis arrivée à Semawi, donc qui s'appelait Semaweb à l'époque, je me suis dit mais c'est quoi cette boîte là, c'est complètement dingo ce qui se passe, et au bout d'un moment je me suis dit mais ça c'est quelque chose qu'il faut absolument transmettre, parce qu'en plus l'approche agile... l'organisation existait déjà en fait. Oui, exactement. Et en fait, on utilisait surtout l'approche agile. Est-ce que tu peux expliquer juste en 2 mots, parce qu'on a utilisé beaucoup ce mot-là. Oui, et qui est une approche à la base qui est vraiment plus dédiée au milieu du web, et qui en fait petit à petit c'est quand même un peu essaimé ailleurs, et qui est en gros ça s'appuie sur des outils. Alors c'est une façon de fonctionner par itération, donc par petite par petits sprints, voilà. On a un but, voilà, qu'on va atteindre, et on est en relation avec le client au fil de l'eau tout le temps, et on re-questionne le projet. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait on questionne tout le temps voilà, le projet, c'est pas on va faire comme ça, on donne directement le fil conducteur. Il n'y a pas l'effet tunnel, voilà. Et donc on est dans ce questionnement, on intègre beaucoup le client, on est dans des allers-retours, et du coup on privilégie vraiment quand même les interactions, le besoin, voilà, re-questionner le besoin, être sûr qu'on se trompe pas de route, etc. Et on fonctionne comme ça par petite itération jusqu'à arriver au bout. Et donc on s'appuie aussi sur des outils de gestion et communication interne qui sont par exemple la mêlée, qui est un outil de réunion debout de 10 minutes par jour, mais qu'on continue. On ne fait pas vraiment une mêlée. Là, bien sûr, on fait pas vraiment une mêlée. Non, c'est pas une vraie mêlée de rugby, mais effectivement, on est tous debout et on se passe de l'info en direct, voilà. Ça dure pas 2h30. Et ça dure 10 minutes. Quelle bonne idée. Exactement. C'est un temps aussi où maintenant on a intégré aussi de donner notre petite météo perso, ce qui permet de pas faire de projection sur ton associé qui a pas l'air de se sentir très bien, ou voilà. Et je le laisser tranquille si vraiment il va pas bien. Oui, ou l'aider. C'est pas à cause de toi. Voilà, exactement. Et ensuite il y a un autre outil. Je vous parle des 3 outils les plus importants. Il y a un autre outil qui est la rétrospective, où là ça permet du coup de faire le bilan d'une période écoulée, donc ensemble, et de faire remonter de l'info, et de brainstormer et de décider d'actions smart, c'est-à-dire vraiment spécifiques. Enfin, en gros, je vais vous la faire courte, mais voilà, qui soit vraiment réalisable. On se met des petites actions vraiment définies. Voilà, pas des bonnes résolutions ou des actions qu'on ne fera jamais de toute façon. Je veux devenir riche. Très bien. Voilà. Et ensuite, on a le forum ouvert, donc là où c'est un format plus long, plutôt d'une journée, généralement, qu'on essaye de faire à l'extérieur de nos locaux. Sortir aussi de... Voilà, qu'on fait maintenant, au départ, c'était à peu près 1 fois par an, et là, on est plutôt sur 3 fois par an, à peu près. Et voilà, nous, on adore partir au vert, dans la montagne, et puis en profiter pour passer plusieurs jours ensemble, et bien manger, se prendre soin de nous, et voilà, et travailler vraiment la vision haute, à court, moyen, long terme, et quelque chose d'un peu plus haut, et voilà, on case, si on part plusieurs jours, du coup, on peut travailler à distance aussi sur de l'opérationnel. Là, on ne chôme pas, mais voilà, c'est hyper chouette comme outil aussi. Et donc, tout ça pour dire que moi, quand j'ai découvert ça, cette façon de travailler, et la posture qu'avait Alyosha aussi, comment dire, qui avait pas une posture haute de dirigeant un peu, comment on pourrait dire,
qui impose ou qui exige ou qui mais qui est plutôt là pour au contraire accompagner. En fait, là pour le coup, avec cette façon intelligente de s'organiser, je me suis dit non mais là il y a quand même un truc il faut faire quelque chose. Mais vraiment très vite ça m'est venu. Je me suis dit mais j'espère que petit à petit ça va se s'essaimer ailleurs. Et en fait, voilà, de toute façon, et j'étais pas du tout étonnée qu'il ait envie d'aller vers ça et que tous les autres membres de l'équipe finalement aient envie d'aller vers ça. Ouais. Et pour le coup, il y avait une cohésion, c'était naturel, ouais. C'est ça, c'est mieux. Moi, ce que je me dis, c'est que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, là, vous, entrepreneurs, mais même des managers, etc., c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'on peut chercher des formateurs, des facilitateurs, etc., des gens qui vont venir expliquer comment ça fonctionne, ce mode de gouvernance, ou même sans aller jusque-là. Déjà, franchement, si les managers pouvaient se former à mieux manager les réunions d'équipe, ça serait déjà génial, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, ça existe. Voilà. Qu'est-ce qu'on tape sur Google pour arriver à ce type de choses? Tu tapes Semaoui. Ouais, il y a Semaoui, il y a l'université du Nou, voilà, mais c'est ça. Voilà. Ouais. C'est vrai que moi j'ai suivi une formation avec l'université du Nou et effectivement on a vu plein d'outils comme ça où c'est génial. Et par rapport intelligence collective aussi, c'est ça que je cherchais. Il faut taper intelligence collective. Tout à fait. Holacratie, tout ça. Mais je mettrai des liens sur le site internet d'Esperluette. Mais voilà, mais c'est lire aussi, parce qu'il y a énormément de bouquins sur ça. Vous allez pouvoir lire le nôtre bientôt. Ah, mais dis donc. On s'est même mis ça comme défi, voilà. On est parti dans le Beaufortin quelques jours pour, où on a bossé comme des fous. Campagne. Manger des fromages, donc. Oui, beaucoup de Beaufort, et on a beaucoup travaillé, et notamment à l'écriture d'un livre. Ah, super. Voilà, donc je fais un peu de teasing. Bon, c'est prévu pour quand? Eh ben, là, écoute, on va l'envoyer là vraiment tout bientôt à des maisons d'édition, et puis on va voir ce que ça donne. On en parlera. Et par rapport au Cocoa, parce que si tu peux juste en une phrase nous donner un peu les différentes activités. Là, vous êtes à Semaoui sur un groupe qui, voilà, vous agissez, vous avez le même objectif, la même entreprise, la même raison d'être, en tout cas sur la mission. Et par rapport au Cocoa, là, vous retrouvez être un groupe où vous avez différents types de structures. Vous avez des petites entreprises où ils sont tout seuls, ou d'autres où il y a des salariés. Enfin voilà, comment on arrive à... Alors, je sais que vous êtes en train de commencer à faire ça, mais justement, comment on arrive à gérer ça qui fait que, en plus, il faut prendre en compte chaque particularité. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, ou même tu peux peut-être tous nous les lister puisqu'ils sont pas si nombreux que ça? Oui, je vais. On en parle. Je vais vous les lister. On les connaisse. Alors, pour l'instant, donc aujourd'hui, il y a 10 entreprises qui sont membres. L'idée, c'est justement de travailler en intelligence collective pour faire une charte d'entrée et une charte de sortie, parce que ça se fait aussi, mais une charte d'entrée justement pour savoir éthiquement quels sont les critères pour pouvoir rentrer et rejoindre ce collectif. Donc aujourd'hui, il y a Cyclocompost, qui est une entreprise toute jeune qui récupère du compost dans les entreprises, dans les hôtels, les restaurants, et aussi maintenant chez les particuliers. En fait, ils récupèrent pas du tout du compost, ils récupèrent des déchets pour en faire du compost. À vélo, donc Cyclocompost. Ensuite, il y a CQFD, qui est une boutique de déco qui est au centre-ville d'Avignon et qui fait que des objets qui sont fabriqués en France. Et elle choisit ses fournisseurs, etc. Il y a le Petit Pot, qui est l'épicerie de vrac du centre-ville. Il y a Youpi des Brocolis, qui est à Saint-Ruf et qui est une cantine bio avec une épicerie. Il y a à côté, qui est une conserverie artisanale bio et engagée. Donc ils sont, du coup, c'est une structure qui est plus importante. C'est sûrement la plus grosse de toutes les structures. D'ailleurs, je crois qu'ils sont 8 salariés. Et puis c'est de la production, donc c'est encore autre chose. Voilà, donc ils récupèrent des fruits et légumes moches, c'est ça ce qu'on appelle les fameux fruits et légumes moches. Mais c'est trop génial parce qu'ils font des produits en fonction, en fait, des arrivages et des accords qu'ils ont avec les maraîchers. Donc c'est top, quoi. Ils sont à Avignon. Ils sont à Avignon, ouais. Ils sont revendus dans les magasins bio, au Petit Pot. Moi ici, j'ai les taboulés, les soupes à disposition. Je les revends pas, mais on peut venir les manger. Et ainsi de suite, quoi, dans les biocoop et tout, quoi.
Et c'est mon super exemple, je le fais quand même parce que j'adore cet exemple-là. Je trouve ça top en fait. C'est l'été dernier, donc ils ont eu plein de fraises. Il y a un producteur qui est arrivé avec plein de fraises bio qui était en train de tourner, mais qui n'était pas encore tourné évidemment. Et du coup, elle a fait plein de compotes pommes fraises. Elle a fait du coulis de fraises qui sont super bons. Et en fait, elle les a fait parce que le gars est arrivé en disant est-ce que vous les voulez? J'ai des fraises. J'ai des fraises quoi. Alors que c'est assez rare en bio qu'il y ait une surproduction. Ça dépend des conditions météo évidemment. Donc en fait, elle s'adapte. L'adaptabilité quoi, c'est un truc, elle s'est pas dit je fais que de la, et pourtant, de la pomme. Voilà, c'est une grosse structure de production quand même en fait. Exactement. Ouais. Après, il y a Bella Ciao, donc qui est la boulangerie utopiste de la rue des Fourbisseurs. Il y a Nathalie Durand et AOP Communication et Relations Presse, qui est une agence de com et de relations presse qui ne travaille qu'avec des clients éthiques et du coup qui fait la com et la presse du cocoa. Il y a Pop Messenger qui est une société qui est en train de beaucoup se développer. Ce sont des coursiers à vélo, donc sur tout le Vaucluse. Là, il y en a partout maintenant. Là. Et c'est vraiment chouette comme principe. Il y a la ferme agriculturelle donc qui est sur la Barthelasse. Sur ICAT Sur ICAT, ouais, c'est ça. Et où il y a à la fois de la production où on peut venir se servir, ramasser ses légumes, et à la fois des événements culturels autour. Et puis la péniche Altea. Elle a failli en oublier une. Ça fait un beau collectif. Donc ça fait un chouette collectif. Voilà, c'est vraiment des activités assez différentes. Mais du coup, on est super complémentaires et toutes les activités qu'on a pu faire jusque-là, on a vraiment essayé d'intégrer tout le monde. Et notamment là, la dernière action qu'on a fait, qui était vraiment en direction du grand public, parce que notre questionnement, il est aussi à savoir effectivement si on va plutôt vers le grand public ou plutôt vers les entreprises. Mais en tout cas, sur la partie grand public qui est toujours hyper chouette à faire, c'était contre le Black Friday, donc on a fait un Green Saturday où on a fait des actions dans Avignon et on a intégré quasiment toutes les structures. On était tous là pour montrer ce qu'on faisait, pour montrer qu'il y avait une autre consommation qui était possible, qu'on pouvait entreprendre autrement, consommer autrement, se soigner autrement. Il y a tellement de je vais y arriver, de thèmes différents qui sont abordés justement par tout ce collectif. Et puis qu'il existe des solutions sur notre territoire en fait. Il y a ça aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris ou dans les grandes villes, et alors qu'en fait dans le Vaucluse et à Avignon, il se passe énormément de choses. Et des fois c'est difficile de connaître tout ce qui se passe. Donc là l'avantage c'était un peu l'objectif premier du Cocoa, c'était de se dire moi quand je suis revenue à Avignon, c'était il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça, quoi. Il n'y avait pas l'épicerie de vrac, il n'y avait pas Bella Ciao, il n'y avait pas toutes ces structures-là. Donc, toutes ces entreprises que je viens de vous citer, elles ont moins de 10 ans, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment il y a une offre qui n'existait pas avant. Et du coup, l'objectif, c'est aussi de dire au grand public et aux Avignonnais, mais regardez ce que vous avez, quoi. Il y a vraiment de quoi changer. Donc, allez-y, testez, quoi. Arrêtez, changez vos habitudes, quoi. C'est ça. C'est le plus difficile, je crois, en fait. C'est de changer les habitudes. Mais faites-vous accompagner. Je pense que ton conseil, il est vrai. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire ça tout seul quand on n'a pas l'habitude, que c'est pas évident, que ça chamboule énormément de choses. Et donc, de se faire accompagner, ça peut aussi être utile. Et voilà, d'avoir aussi un autre point de vue, quoi. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de créer son entreprise, mais qui a envie de faire un peu différemment ou de faire évoluer son entreprise, ça serait quoi pour vous? Alors moi, vraiment, ça serait de prendre connaissance de ça, de l'intelligence collective. Ça a l'air d'être des mots un peu pas barbares, mais je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Et pour l'avoir expérimenté, mais ça fonctionne tellement bien, mais dans tous les groupes, en fait, faire confiance aux personnes, en fait. Faire confiance et se dire que on va trouver une solution et on va la trouver ensemble. Mais c'est rien que ça, mais ça chamboule tout, quoi. Donc déjà de se renseigner sur ça, de savoir que ça existe, d'aller chercher, de bouquiner, il y a plein de bouquins, effectivement, plein de sites internet, puis voilà, des podcasts. Non mais voilà, sur l'intelligence collective, c'est vraiment c'est magique en fait. Il y a un côté magique de se rendre compte que l'humain en fait peut trouver, on trouve des solutions en se faisant confiance, en s'écoutant, quoi. Très beau conseil. Oui, bien dit. Sylvia. Alors, je souscris complètement à ça. Et puis, du coup, je rajouterais peut-être le focus sur la raison d'être. Se questionner déjà, si on entreprend seul, déjà se questionner sur pourquoi on a envie de faire ça. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire au fond. Et puis, si c'est à plusieurs,
la travailler à plusieurs aussi. Ouais. C'est un beau point de départ. Ça n'empêche pas de la travailler plus tard, mais je pense que quand on l'a dès le départ, ça doit être quand même, ça doit quand même bien aider. Carrément. Super. Je suis assez d'accord. Moi, je pense que effectivement, l'humain, le temps qu'on peut y consacrer au début, si on commence, ou même quand on a décidé d'évoluer, de se renseigner, des choses comme ça, c'est hyper important. Et le fait aussi, moi, je donnerais un conseil, c'est de s'écouter. Donc, c'est aussi de se connaître, hein, mais en tout cas, de s'écouter, parce que des gens qui vous diront de ne pas faire des choses ou de faire des choses dans un sens qui n'est pas forcément celui que vous avez envie de faire ou de suivre, il y en aura tout le temps. Il y a toujours des gens qui vont vous dire vous êtes fou, il y a toujours des gens qui vont vous dire c'est pas possible, voilà. Ou alors faut surtout pas faire ça, mais on m'a dit faut pas prendre ce statut-là, ça va jamais marcher, ça marche quand même. Voilà. Donc ça il y aura toujours, mais écoutez-vous en fait. Enfin moi je pense qu'il y a un vrai conseil, c'est ça. Écoutez-vous, prenez le temps de dire ok qu'est-ce que je veux, pourquoi je suis là, pourquoi j'entreprends, parce que c'est une aventure de fou. Ça demande beaucoup d'énergie, donc il faut aussi être conscient de ça. Donc il faut s'écouter. Oui. Et j'avais ma petite citation du jour, parce qu'en fait, je crois que je vais faire ça. J'aime bien la petite citation. C'est Aristote, je crois, voilà, quand même. Toute simplicité, n'est-ce pas ? Voilà. Qui a dit là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, se trouve votre vocation. Voilà, je trouvais que c'était une bonne conclusion. Et donc, quand vous avez trouvé votre vocation, vous pouvez entreprendre. Je pense que c'est bien parti. Voilà. Et merci à toutes les deux d'être venues. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, parce qu'on a quand même pas mal de bons retours. Si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Voilà. Venez à la péniche, on parle avec Séverine. Avec plaisir. Voilà. Et puis, merci d'être venus. Et puis, maintenant, on va aller prendre une tisane et au lit. Esperluette. Esperluette.